Votre première cible, c'est votre zone de compétence. Vous vous êtes implanté où? Où vous vous êtes implanté, on doit vous connaître. Ici, à Mbombo, on connaît IGA. Nous sommes d'accord? De Kondengui jusqu'à, on connaît surtout, peut-être même sur 2 km à la ronde, on connaît que nous sommes ici. Ça, c'est la communication, l'information au niveau du quartier. Maintenant, donc, toutes les quincailleries qui sont ici, là, sur 2 km à la ronde, nous connaissent. Même quand on n'a pas d'argent, on peut appeler un fournisseur. On dit que bon, on a tel travail là. Avant d'avoir la marchandise de 2 millions là, on te donne ça dans 2 jours. Il ne réfléchit pas. Il sait que nous sommes crédibles, il envoie. Ça permet que ça nous met en activité. Entrez, monsieur. Ça nous met en activité pendant que nous travaillons avec occuper une place devant. Ça nous met en activité pendant que nous travaillons. Même s'il n'y a pas l'argent. Maintenant, on vous a parlé de le partenaire financier qui peut être la banque. Le partenaire financier, c'était l'explication, je me rappelle, c'est moi qui ai expliqué ça, parce que c'est mon domaine. Aucun homme d'affaires sérieux ou aucun entrepreneur sérieux ne peut fonctionner sans banque. Parce qu'on n'a pas toujours l'argent qu'il faut. Rassurez-vous, je vais vous dire une grosse vérité. Les plus riches que vous voyez là, les plus grands entrepreneurs que vous voyez là, les gars sont les plus endettés. Hein? Les plus grosses entrepreneurs que vous connaissez, les gars, ils sont les plus endettés. Parce qu'il peut partir dans n'importe quelle banque, on connaît qu'il a besoin de 10 milliards pour faire telle chose. Le banquier, si son gestionnaire veut même trop compliquer, peut être viré. Le gestionnaire peut être viré parce qu'il a traîné sur son dossier. Un dossier de 10 milliards, tu réfléchis. Tout le monde peut se lever pour dire qu'il veut 10 milliards pour investir. On te donne ça vite fait. L'argent ne suffit même pas à tes échéanciers. Tu viens encore, tu sais que bon, comment il a donné 10 milliards là? En fait, ce que j'ai fait, ça n'a pas donné. J'ai encore besoin de 20 milliards pour compléter ça, pour avancer. On prend encore, on te donne. Ok, on ne te donne pas pourquoi. Si tu me donnes, tu ne rembourses plus l'autre. Tu n'as pas compris. Puisque je suis bloqué, si tu ne me donnes pas les 20 milliards que j'ai besoin là, je ne peux pas te rembourser les 10 milliards que tu m'as donné. Alors décante-moi ça pour que tu te rembourses tout une fois. On va donner. Lève-toi, va chercher un crédit de 100 000 à la banque. On va te demander au titre foncier ton grand-père, ta grand-mère. On va demander même l'acte de naissance de tout le monde chez vous. On va venir le GSO, vérifier qu'est-ce que c'est qui dit si c'est vrai. Mon frère, c'est 100 000. Parce que tu n'as rien. Pendant qu'on fait ce contrôle-là, à côté de toi, il y a quelqu'un qui est assis. Il appelle le gestionnaire, il dit que bon, regarde un peu dans mon compte là. Il y a combien là-bas? On dit que nous, il reste 18 millions. Il dit que ouais, j'ai un problème chaud là de 70 millions. Complète-moi un peu ça, 70 millions là. On va voir ça d'ici demain. Tout de suite, ching, 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 whoop. 70 millions sont dans son compte. Donc là, on parlait du partenaire financier, n'est-ce pas? On a parlé des investisseurs. Des investisseurs, des personnes qui peuvent croire en ton projet. Des personnes qui peuvent croire en ce que tu veux faire. Et décide de venir mettre les capitaux dans ta chose pour que tu puisses avancer. On a parlé de la famille. Ne sois pas un entrepreneur ou dans ta propre famille, on ne sait pas ce que tu fais. C'est vrai qu'en Afrique, chez nous, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Quand on sait que tu es plombier, du coup, tous les petits problèmes de plomberie de la maison là, on t'appelle, c'est toi qui payes ton taxi, tu payes la pièce. Tu viens dépanner, on ne te sert même pas à manger. On te dit que reviens demain. C'est ça le problème. C'est toi le plombier, on va t'appeler, oui, le tuyau d'eau est cassé. C'est ton oncle qui t'appelle. Quand tu arrives, tu veux sortir les yeux, tu te rappelles qu'il est le petit frère de ta mère. Et en tant que petit frère, il est le petit frère de ta mère. C'est comme ça. Il est le petit frère de ta mère. En tant que petit frère de ta mère, il est ton père. Et parce qu'il est ton père, il se souvient que quand tu avais 7 ans, il t'avait acheté un beignet de 325. Et aujourd'hui, tu veux demander une pièce de 15 000, tu es normal. Mon frère, donc 325 000, là, 325 francs, ça a pris la valeur de 15 000 quand? C'est ça le problème à l'Afrique. Bon, un peu chez nous. Maintenant donc, mais en réalité, les premières personnes qui doivent bénéficier de tes connaissances, c'est ta famille. C'est ta propre famille.
ta grande famille. On doit connaître que dans notre famille, on a déjà un entrepreneur, il a une entreprise qui fait dans ceci. Logiquement, tous les travaux de la famille doivent te revenir. Ça, c'est, j'ai bien dit comment? J'ai pas suivi, j'ai bien dit comment? Est-ce que c'est réellement ça qui se fait? Logiquement, tous les travaux de la famille, si tu es un vitrier, tous les travaux de la famille doivent commencer par toi. Avant de chercher qui on peut appeler, c'est d'abord toi qu'on appelle. Ça, c'est logiquement. Mais, techniquement, il connaît même quoi? À peine il est sorti du centre de formation là-bas, il a déjà fait quoi? Donc, à peine un an, il veut déjà venir prendre l'argent. Tu vas faire ton défi, 1 million. Ton voisin va venir faire le défi, 2 500 000. On va payer ton voisin, on dit viens. Fais-moi un peu le rabais ici. Parce que le petit qui me demande 1 million, alors que toi, tu as fait le défi que, comme c'est mon oncle, je ne demande pas la main d'œuvre. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui veut toucher 10 millions. Il vient avec les pantalons déchirés, il a d'abord l'accoutrement d'un bandit. Quand tu vois d'abord, tu sens que celui-ci est bandit. Maintenant, il vient, il peut être le plus fort. Mais rien que par son apparence, ça casse tout. Je dis rien que son apparence, ça casse tout. Maintenant, le plus idiot même, celui qui n'est même pas très fort, il est classe. Il inspire la confiance. Je dis qu'il inspire la confiance. On dit non, mon frère, monsieur, asseyez-vous ici. Vraiment, j'ai un client qui m'avait raconté un jour, c'est un client, il a beaucoup d'argent. Mais il est aussi trop simple. Il a beaucoup d'argent, mais il est trop... Il part à une réunion avec son chauffeur. Mon petit, tu veux la couverture? Ça va aller? Ok. Il part à une réunion avec son chauffeur. Son chauffeur, lui, c'est un gars qui se met toujours dans son 31, ne blague pas. Donc, costume 3 pièces, cravate, tout. Il est chaud, la chaussure brille. Il est toujours classe, joli, gourmet, tout. Le patron, il est simple. Simple dans simple. Voici donc les deux qui partent. Et c'est le chauffeur qui portait son sac. Ils entrent. Maintenant, on donne la place au chauffeur. Monsieur, asseyez-vous là. La réunion va bientôt commencer. On dit au boss que attendez un peu à côté. On dit au boss que attendez un peu à côté. Et on dit au chauffeur, non, asseyez-vous. Bientôt, la réunion va commencer. C'est l'entreprise de tel, oui. Voilà, prenez place ici, monsieur. Patientez un peu un instant. Le chauffeur même dit que attendez. Voilà le boss, la bande dit non, asseyez-vous et tout. Attends, s'il vous plaît. Je suis son chauffeur. Voilà le patron. Ah, monsieur, on s'excuse. Venez prendre place et tout. Vous voyez, les gars ont jugé directement par l'apparence. Ils ne connaissaient pas la personne physiquement. On savait qu'on attend telle entreprise pour une réunion. Il est venu simple dans simple de simple. Et on l'a aussi pris simplement. Premier outil de communication pour un entrepreneur, il faut être présentable. Si tu veux être habillé en technicien, habille-toi bien. Quand on voit quelqu'un, on sait que voilà un technicien. Hein? On ne doit pas réfléchir, est-ce que c'est lui le technicien qui arrive? Non. Parce que par ton langage, on reconnaît que c'est toi qu'on attend. Nous sommes d'accord? Alors, deuxième outil de communication, nous avons parlé ici des supports, des flyers, des plaquettes d'entreprise. Dans le tournoi sportif, on a pris un exemple d'un club. Maintenant, on a dit qu'on peut mettre tout en œuvre pour communiquer sur un joueur. Et l'objectif de ça, c'est qu'on veut attirer des gens à venir non seulement consommer le club. C'est un peu tout ça. Communiquer n'est pas facile. On a des trucs comme ça, des roll-up, des flyers. Lorsque vous partez faire quelque chose, préparez vos cartes de visite. S'il vous plaît, la carte de visite. Ne blaguez pas avec. La carte de visite nous dit, nous renseigne qui vous êtes. En quelques secondes. Désolé, je ne suis pas sorti de mes cartes de visite, je vous ai montré. La carte de visite pour vous renseigner qui vous êtes en quelques secondes. Rien que la qualité de ta carte de visite. Je dis la qualité de ta carte de visite. Nous renseigne, est-ce que c'est un technicien sérieux, est-ce que c'est un blagueur? Je peux avoir votre numéro, attends un peu. Tu prends ton cahier, tu déchires, tu écris le numéro, tu donnes. Quand on prend ça là, on va faire comme ça là. Peut-être on va prendre, on va arrêter. Et après on peut se retrouver en train de jeter ça.
On ne va pas jeter parce que c'est volontaire. On va jeter parce que celui qui a le papier en main, c'est qu'il a un papier, et il a oublié même l'importance du papier, il peut jeter le papier. Mais quand tu donnes à quelqu'un une carte de visite, investissez dessus. Cherchez un bon infographe. Il vous montre votre carte de visite parfaitement. Quand quelqu'un tient la carte de visite, il est d'abord flatté de regarder la carte. Est-ce qu'on peut ovationner Madame Gaëlle Bongué? Voilà. Vous pouvez mettre votre sac là. Merci. Asseyez-vous. Donc, je vous ai annoncé son arrivée la semaine dernière. On vous a envoyé le flyer de ce qu'elle va travailler avec vous aujourd'hui. Elle-même va certainement vous poser la question sur le thème. Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas énoncé le thème parce que je ne pouvais pas me donner ce privilège-là, ce luxe. Ce luxe lui est réservé. Alors, mon architecte, vous avez la scène et après, je reviendrai pour des conclusions. Merci pour la parole donnée. Bonjour à tout le monde. Bonjour, chers apprenants. Je suis très contente d'être avec vous ce matin. Qui est content comme moi? Okay. Elle est mariée, attention. Elle est mariée, vois les yeux qui brillent là. Ok. Avant de commencer ma présentation, je voudrais dire merci à Dieu, celui qui a permis que vous soyez ici aujourd'hui, qui a permis que je sois là, qui a donné la sagesse à votre fondateur et les moyens pour tous les jours faire grandir ce centre de formation, qui lui donne davantage de discernement et l'intelligence pour vous éduquer. Sans lui, nous ne sommes rien. C'est pour ça que je voudrais d'abord lui dire merci. Je voudrais également dire merci à Monsieur Olama, qui est un partenaire depuis beaucoup d'années. Et mon thème aujourd'hui est inspiré de notre collaboration également et du quotidien, des défis que vous rencontrez, qu'on rencontre ensemble en tant que technicien sur le chantier tous les jours. Je sais que c'est un enseignant très minutieux. Donc, je ne vais pas revenir sur ce qu'il vous a déjà enseigné parce qu'il maîtrise mieux ce qu'il vous a enseigné. Je sais que tous les modules de cours ont été faits avec tellement de rigueur et de minutie parce que c'est un homme qui aime le détail. Et c'est la raison pour laquelle on est arrivé à collaborer à cause de détails, de la rigueur, du professionnalisme et de l'honnêteté. Je ne sais pas si quelqu'un a l'idée du thème qui va être présenté ce matin. Ouais. Le thème, c'est les valeurs indispensables pour bâtir une carrière stable. Une carrière durable, une carrière stable ici. Moi, je vais d'abord vous parler de moi pendant peut-être 5 minutes. Je suis Gaëlle Doumbissi, épouse Mbongue. Je suis architecte, première promotion de l'Institut des Beaux-Arts de Fumban, entrée en 2010. Sortie en 2016. Après ma première année, après ma 3e année, c'est-à-dire lorsque j'étais assistante architecte, j'ai intégré un bureau d'études comme architecte, un bureau d'études qui commençait ses premiers pas, où j'ai ouvert la branche architecture dans le bureau d'études. J'ai travaillé là-bas pendant 6 ans, c'est-à-dire de ma 3e année en tant qu'assistante architecte jusqu'à 2 ans après être sortie jusqu'en 2018. J'ai travaillé là-bas. Après 3 ans, lorsque j'ai eu mon diplôme d'architecte, j'ai travaillé comme directeur technique où j'ai véritablement instauré la branche architecture dans le bureau d'études. Il est basé à la Brique, établissement ABC pour ceux qui connaissent. En 2018, j'ai intégré le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation où je travaille là-bas comme je suis expert en architecture bioclimatique et je travaille là-bas comme architecte spécialiste de l'architecture écologique, de la bioarchitecture et du patrimoine.
En 2017, j'ai ouvert mon entreprise qui s'appelle ITBTP Consulting, où j'exerce en clientèle privée. En 2019, j'ai intégré l'Ordre national des architectes du Cameroun, où j'y suis actuellement. Je suis également représentant de l'Ordre national des architectes du Cameroun à la Commission nationale des labos au Cameroun. Ça veut dire qu'on est chargé de la réglementation de tout ce qui concerne les laboratoires géotechniques au Cameroun. J'espère que vous savez ce que c'est qu'un laboratoire géotechnique. Ok, je vais peut-être vous donner un détail. Les laboratoires géotechniques, ce sont les structures qui sont en charge de l'étude des sols. Vous voyez, généralement, quand il y a un projet à construire, on fait le sondage géotechnique. On fait également... ça, c'est mon collaborateur architecte qui est venu m'assister aujourd'hui. Merci d'être là. Merci. OK. Lorsqu'il y a une étude de sol, lorsqu'il y a un projet à construire, il faut faire l'étude de sol pour connaître l'importance du sol, pour connaître quelles seront les profondeurs des fondations et autres. Je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est cette chose qu'on appelle l'étude géotechnique. OK. Également, je suis en EB, expert en marché public. Donc, je suis en train de finir un master en marché public et commande publique à la faculté de sciences juridiques et politiques de l'Université de Soins. Pour que vous compreniez que vous venez de commencer à être formé, un professionnel, c'est la formation continue. Ça veut dire que votre directeur vous donne des bases, vos enseignants vous donnent des bases, et vous-même, ça va être une branche de notre présentation de ce matin, l'innovation. Qu'est-ce que toi, celui qui a été formé, tu as eu des bases, on t'a formé peut-être en plomberie. Maintenant, en dehors de ce que ton enseignant t'a donné, qu'est-ce que toi-même tu apportes de plus? Qu'est-ce que tu peux faire davantage dans l'avenir? Qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer la condition dans laquelle tu as reçu les formations? Qu'est-ce que tu peux faire pour multiplier tes compétences afin d'être davantage compétitif sur le monde de l'emploi? Je crois que j'ai été assez longue. En guise d'introduction pour notre présentation, on va dire que le monde est en constante mutation, où les exigences en matière de qualité, de sécurité et de durabilité ne cessent de croître. Les métiers techniques du bâtiment occupent une place centrale dans le développement de nos sociétés. Pourtant, réussir dans ce secteur ne dépend pas uniquement du savoir-faire technique. Il faut davantage de la rigueur, de l'honnêteté, du professionnalisme et surtout une capacité constante à innover. Ces valeurs sont des piliers d'une carrière solide, respectée et durable. Donc, le thème était les valeurs indispensables pour bâtir une carrière durable dans les métiers techniques du bâtiment. Je ne voudrais pas trop que ce soit comme un cours ou un autre. Vous avez déjà pris tellement de cours, vous avez noté peut-être des petites notes, mais il faudrait que vous compreniez. S'il y a quelque chose que j'explique et que quelqu'un ne comprend pas, lève la main, on s'arrête, c'est juste un commentaire pour vous permettre de pouvoir prendre tout le bagage. Vous avez beaucoup de cahiers, vous voyez les gros cahiers, ça veut dire qu'on vous a donné tellement de cours. Maintenant, je n'apporte qu'une petite astuce et je demande beaucoup votre attention. Bon, la rigueur. Qui peut me dire ce que c'est que la rigueur? Dans la rigueur, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le délai, on trouve la ponctualité, on trouve la qualité du matériau, on trouve le respect des consignes. Parce que dans un travail, lorsqu'on te donne un travail, il y a ce qu'on appelle les TDR. C'est l'échange que tu as avec ton client. Il te dit, je veux une porte métallique de 2 mètres de hauteur, de 60 mètres de large, en fer carré, avec la vitre Antélio. Voilà les consignes. Ce sont les termes de... Ça veut dire que tu as 14 jours pour rendre le travail. Maintenant, la rigueur dans ça, c'est quoi? La rigueur, c'est le respect des consignes techniques qui sont les thèmes de référence qui t'ont été donnés. Il ne faudrait pas que on t'ait donné une porte, on t'a dit en fer carré de 14, la vitre épaisseur 0,5. Tu fais le devis, c'est bon. Lorsque tu pars par derrière, qu'est-ce que tu fais?
Tu prends le fer carré de 10, parce que c'est qu'elle ne connaît même pas la différence entre le fer carré et le fer circulaire. Hein. Je prends le fer carré de 12. Je prends la vitre, elle ne peut même pas mesurer. 0,4 mm. La porte est la même. Je mets les pommelles même de 2. Et après un certain temps, la porte commence à... Pour bâtir une carrière durable, il faut de la rigueur. Les métiers du bâtiment sont les métiers les plus prisés et les plus nobles de la terre. Parce que moi, architecte, je ne suis rien sans mon vitrier. Je ne suis rien sans mon maçon. Je ne suis rien sans mon ingénieur fluide. Je ne suis rien sans mon gaineur. Je ne suis rien sans mon menuisier métallique. Parce que je peux beau concevoir une belle bâtisse, un grand ciel. Je monte les maquettes, tout. C'est ce que j'ai appris à faire. Souder, alors, je connais. Je ne connais pas. Ça veut dire que c'est toi qui fais de moi l'architecte de qualité que je suis. Étant conscient de ça, ça veut dire que la rigueur que moi je donne, les honneurs qu'on me donne, le respect qu'on peut me donner, vient de ce que toi tu me donnes. Ça veut dire que toi, le technicien qui est au pied du mur, en train de travailler, c'est toi qui définis la qualité de mon ouvrage qui a été conçu et validé. L'ingénieur de structure va dimensionner, l'ingénieur de fluide, le géotechnicien va faire toutes les études là. Mais toi, le maçon, arrive au chantier, tu n'as pas la rigueur. Ça veut dire, on t'a dit le béton 350. Ça veut dire 3 sacs de ciment pour 1 mètre cube d'agrégat. Tu peux mettre plutôt 2 sacs de ciment. La maison va tomber. Est-ce que l'architecte n'est pas compétent? Il est compétent, il est compétent. L'architecte fait même son suivi. Mais est-ce qu'il va alors dormir au chantier? Le temps que moi je rentre à 18 h, pour arriver le lendemain peut-être à 12 h, même le contrôleur des travaux, qui est en permanence sur le chantier, qui rentre à 18 h, le temps qu'il arrive à 10 h le matin, tu as déjà tourné, il vient trouver que tu as déjà coffré 2 poteaux. Est-ce que tu as tenu compte du respect des consignes techniques? Non. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Le bâtiment, vous devez être conscient de la lourde responsabilité que vous avez en tant que praticien des métiers du bâtiment. La lourde responsabilité. Tu peux être le meilleur technicien du monde entier. Tant que tu n'as pas intégré dans ta logique le concept de rigueur, tu ne fous absolument rien et tu ne sers à rien. Je dis généralement à mes techniciens que je n'ai pas besoin d'un meilleur maçon, d'un meilleur menuisier à lui, d'un meilleur. J'ai besoin d'un maçon. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce thème? J'ai choisi ce thème parce que nous voulons, après mon expérience, après 1 bâtisse, 2 bâtisses, 3 bâtisses, je vous assure que j'ai failli faire la prison. J'ai eu comme, on dit généralement quoi, les inconvénients du métier. J'ai coulé une dalle qui est tombée, dont j'étais responsable. J'ai cassé beaucoup d'ouvrages, parce que je suis également rigoureuse. Lorsque je me rends compte que ça a été mal dosé, je casse à mes frais. Le bâtiment, le métier du bâtiment existe et est basé sur les techniciens que vous êtes. Donc celui qui prend ses pieds, qui vient entrer ici, qui se dit qu'il est en train de faire un sous-métier, n'est pas conscient de ce qu'il fait. Parce que c'est un métier qui bâtit, tu bâtis les maisons, tu bâtis les hommes, tu bâtis les vies, et sur des décennies, tu bâtis l'avenir. Donc, pour continuer, pourquoi est-ce que la rigueur est indispensable? La rigueur garantit la sécurité de l'ouvrage, comme on l'a dit. Elle évite les retouches coûteuses. Tu as mal dosé. Pendant qu'on est en train de couler la dalle, le poteau qui était censé supporter la dalle, ça tombe. Tu as pris la tôle en, c'est quoi? 8 dixièmes. Au lieu du 12 dixièmes pour le portail. Dès qu'il y a une petite manœuvre là, boum, ou bien dès qu'il commence à pleuvoir, ça rouille. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recommencer. Il faut recommencer. 2 fois plus cher. 2 fois plus cher.
tu perds de ta crédibilité. Ça veut dire celui qui devait arriver dit que c'était le technicien qui a conçu ce bâtiment. On donne le contact. Celui-là, c'est un malhonnête. Tu es grillé. Carrière durable. Elle installe la crédibilité et du professionnalisme. Ça veut dire lorsque tu es rigoureux dans ton travail, on te recommande. Parce qu'on va dire que ce technicien a de la rigueur. Des exemples concrets, on peut dire un électricien qui suit scrupuleusement un schéma électrique, qu'est-ce qu'il évite? Les incendies. Imaginez-vous, on te demande d'aller prendre du 100% cuivre, tu prends le fer, c'est quoi? Les faux câbles. Ça brûle. C'est peut-être un bâtiment comme celui-ci à usage collectif. Dès que ça prend feu, combien de vies humaines? Tu vas encore faire une installation électrique un jour. Ta conscience, ton moral. Qui sur cette terre pourra encore te recommander? Dans tous les cas, tu seras derrière les barreaux. Parce que dans le bâtiment, ne pensez pas que vous n'êtes pas responsable. Le diplôme que IGA Afrique vous donne d'assumer vos ouvrages. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il y a un problème comme celui-là, on remonte. Est-ce que l'ingénieur Olam a bien dimensionné? Oui. Est-ce qu'il a respecté? Oui. Est-ce qu'on commence à regarder la mèche? Jusqu'à ce qu'on arrive, on dit, hey, c'est lui. C'est lui. On te récupère. Tu te retrouves derrière les barreaux. En train de manger ton couscous d'apche. Mon ami sort, ce que tu as fait là-bas, viens assumer. Pourquoi est-ce qu'on voudrait que les professionnels comme vous, parce que vous êtes dorénavant des professionnels, puissent avoir ce genre de diplôme? Parce qu'il a l'agrément du ministère de la formation professionnelle et il a qualité de vous enseigner. Votre diplôme vous permet d'assumer dorénavant quoi? Vos ouvrages. Vous êtes de futurs entrepreneurs de demain. Vous êtes des futurs entrepreneurs de demain. Ça veut dire que vous devez être rigoureux. On va continuer. Le deuxième point ici, c'est quoi? C'est l'honnêteté. L'honnêteté, c'est quoi? C'est faire ce qui est juste, même lorsque personne ne te... C'est faire ce qui est juste, même lorsque personne ne te... Très peu de clients dehors connaissent ce que vous faites. Pour eux, non, ils partent sur Pinterest. Ils ont vu comme ça, là, je veux le type de porte-ci. Ils viennent, ils te donnent. Il dit que je veux une réservation, il faut que tu me passes les liaisons frigorifiques dans ma maison. En fait, il ne va même pas te dire qu'on n'a pas ce qu'on appelle liaison frigorifique. Il va te dire que je veux la clim. Il va te dire que fais passer le gaz dans je veux ouvrir ma bouteille à gaz comme ça. Là, je veux ouvrir ma cuisinière, il y a le gaz, mais je ne veux pas le gaz à l'intérieur. Il va te dire que je veux une porte de 3 mètres de dimension. Conseille ton client. Et lorsque tu as conseillé ton client, c'est toi qui lui donnes spécificité. Ça, c'est dans le cas où vous travaillez avec des personnes qui ne sont pas du bâtiment. Il te donne des spécificités. C'est toi qui lui donnes. Tu conseilles, madame, voici ce qui est bien. Vous donnez les inconvénients, les avantages. Voici. Ce que tu as conseillé, c'est ce que tu dois. Ce que tu as conseillé. Ne conseille pas le meilleur parce que c'est 10 000 le mètre carré. Tu peux réaliser pour 1000 francs parce que tu veux gagner. On ne pourra plus te recommander. Parce que le jour où je vais arriver chez elle, waouh, ta porte ici, tu l'as réalisée à combien? Il m'a fait la porte ici à 700 000. Hein? Je commence à évaluer le cadre. Hey, la vitre, quand le vent même pas, ça fait comme ça va tomber. Moi, je vais lui dire ton technicien est malhonnête. Une fois que j'ai dit malhonnête, on pourra encore te recommander. Carrière durable. Ne soyez pas les techniciens que lorsque vous sortez comme ça, tu te dis que... Tu connais après combien de temps monsieur Olam a acheté la voiture? Et vous l'avez vu Mercedes là qui tombait en panne partout. J'étais dépassée. Mais pourquoi? Il pouvait voler les techniciens. Il te fait un débit de 10 millions, il ne peut pas faire pour 3 millions. Il ne serait plus là où il est aujourd'hui. Mais durable, parce qu'il s'est dit, je gagne 1000 francs aujourd'hui, 1000 francs demain, 1000 francs après-demain, après 1 an, 2 ans, 3 ans, je peux m'acheter ma petite Mercedes.
Ça tombe en panne, je me bats. Je cafouille là-bas, ça ne donne pas, je suis à pied. Parce que je cherche une carrière durable. Si tu penses que tu vas sortir aujourd'hui, tu vas directement rouler dans la Prado. C'est que tu vas rouler dans ta Prado 2 ans, la 3e année, tu seras en Koningui. C'est ça l'honnêteté. Respecter les consignes techniques. Que ce soit les consignes techniques que toi tu as proposées ou alors que le client t'a demandé. Tu ne m'as pas dit qu'elle connaissait d'abord quoi. C'est même pas moi qui lui ai dit le faire avec le fer de 14 heures. Elle connaissait quoi? Mais tu lui as dit, elle a validé. Vous avez arrêté un devis sur la base de ce qu'elle a validé. Rends-lui ce qu'elle a validé. Je tombe un jour sur on me recommande un client. On me dit que voilà, la jeune dame achetait que là, elle fait dans la chéture écologique et autres. Le monsieur me fait confiance. Waouh! C'est en plus un benguiste. Une bonne occasion de manger. Il me confie son travail, je commence à réaliser son ouvrage. Et on arrive à un niveau, au niveau des décomptes. On fait la comptabilité. Le monsieur fait une erreur de 15 millions dans les comptabilités. Ah, tu dors la nuit, tu fais les cauchemars, tu vois seulement comment on te poursuit. Tu dors la nuit, tu vois seulement... Je me lève le matin, je m'assois, je prends le cahier, je compte 1 fois, 2 fois, 3 fois, j'appelle mon mari, viens compter. On compte, on se rend compte qu'il y a 15 millions. Donc, mais si tu vas faire comment? 15 millions là, ça t'amène où? Tu as l'occasion dans un studio quelque part, ça ne te laisse pas le loyer. 15 millions là, j'ai déjà acheté le terrain, ça fait déjà... Et s'il te plaît, je n'ai pas volé, c'est lui qui a fait l'erreur. Je n'ai pas moi volé. Je n'ai pas volé. C'est-à-dire, quand je me lève ce jour-là, je dis, il devait venir au Cameroun en décembre. Je dis que non, mieux j'attends un peu, je l'observe. Il va venir en décembre, je l'observe pour voir. Après, il dit non. Et je dormais. Il dit que non, je vais l'attendre ici là. Si jusqu'à décembre, laissons un peu d'abord ça tranquille. Et quand le Seigneur a commencé à éveiller ma conscience, j'ai appelé le monsieur, on a refait les comptabilités. Quand je lui ai dit, vous avez fait une erreur de 15 millions. Vous pouvez imaginer, il était dépassé, émerveillé. Quand il est revenu au Cameroun, l'iPhone était encore, je ne connaissais que c'était quoi l'iPhone. Il m'a ramené l'iPhone 14. Wow. Je connaissais que c'était quoi. Il me dit, Madame Bonga, à partir d'aujourd'hui, les pièces de rechange de ton véhicule, c'est moi qui prends en charge. 15 millions, c'est quoi? Au jour d'aujourd'hui, il m'a recommandé 4 autres clients. Et quand il dit, cette dame, elle est honnête. Si j'avais pris 15 millions, je ne devais même pas dormir. Oh. Le genre d'argent là, ça ne fait même pas 1 mois, c'est fini. Parce que quand tu as ça dans ta poche, tu marches, tu as l'impression qu'on te suit. Tu dors, tu as l'impression qu'il va se réveiller, il va dire que hey, j'avais fait l'erreur. Tu dors, J'ai gagné 4 autres clients derrière ce monsieur. Et jusqu'aujourd'hui, on collabore, on parle de projet en projet. Et je dis aujourd'hui, c'est l'honnêteté qui a lancé ma carrière. Parce qu'à partir de ce moment, quand on lui disait architecte, il disait que vraiment, vous achetez 5-4 étoiles là, voilà ma part là-bas. Même si on dit n'importe quoi, il dit c'est Madame Bongué. Madame Bongué est chère, il dit c'est Madame Bongué. Madame Bongué, il dit c'est Madame Bongué. C'est une expérience que j'ai faite par mon collaborateur. Lui-même, il a dit, Madame, vous avez eu le cœur. 15 millions quand vous étiez encore dans le Vrengue là. Est-ce qu'il s'est rendu compte? Il ne s'est pas rendu compte. Oui, dans le Vrengue mais là. Donc, quand on parle de l'honnêteté, ce que tu parviens à avoir dans la droiture, dans l'honnêteté, c'est ce qui est... C'est ce qui est comment? 15 millions. Présentement, vous allez continuer à gagner l'argent. Je continue de gagner derrière l'honnêteté. Et je n'ai pas fini de gagner. Et c'est quelque chose que j'ai décidé de faire dans ma carrière. Jamais acquérir quelque chose par vol. L'honnêteté, c'est aussi quoi? Nous, les techniciens, on sait faire quoi? Ça veut dire, je fais mon devis. Comme le client ne connaît pas compter, je veux construire cette maison. Je sais que ça va prendre
20 mètres cubes de béton, je facture 50 mètres cubes. Tu connais mesurer, hein? Je ne connais pas, non. Ça veut dire que pour fabriquer la porte ici, et te dire que ça va te prendre 3 tonnes de 5/12e, 10 tubes carrés. Surtout si le client te dit encore qu'il achète son matériel. 10 tubes carrés. Madame, finissez l'acheter, vous venez déposer. Tu ne m'as même pas utilisé 2. Cette feuille de 5/12e, 10 kilos de fondu avec le vernis. Ça, c'est aussi la malhonnêteté. Je te recommande lorsque tu as fait un travail de qualité. Dans le métier du bâtiment, hein, le gain est connu. Ça veut dire que tu ne peux pas voler un client indéfiniment. On sait que quand tu réalises une porte comme ça, la marge bénéficiaire varie entre 10 et 50 000. Tu ne peux pas faire une porte qui coûte normalement 100 000 et tu espères gagner 100 000 francs. C'est aussi ça, l'honnêteté. Lorsque je fais souvent mes devis, j'appelle d'abord le directeur. Je dis, monsieur Olama, actuellement, c'est quoi le prix de tel sur le marché? Quand il va me dire que mon acheteur, je peux te faire ça à 90 000, je vais aller dans le monde devis, je vais mettre 100 000 ou 110 000. Pourquoi? Je vais pas aller dire que non, je mets d'abord même 200 000. Dans tous les cas, je vais aller discuter même ça avec monsieur Olama à 50 000. Non! C'est ça, l'honnêteté. L'honnêteté, c'est gagner juste ce que tu mérites. C'est gagner ce que tu mérites. On peut encore dire ici que l'honnêteté, c'est quoi? L'honnêteté, c'est se construire une réputation solide. Parce que lorsque tu es honnête, je vous ai dit tout à l'heure, les recommandations, ça ne sert à rien d'avoir un projet où tu coupes le cou de quelqu'un et après, il ne t'appelle plus jamais. C'est mieux d'aligner 10 autres projets où tu as gagné un peu. Tu gagnes en renommée, tu gagnes ta réputation, tu gagnes en carnet d'adresse, tu gagnes en crédibilité. C'est tout étant donné que les éditions qui ont une grosse réputation derrière aussi, avec ce que les profanes ont eu à faire. C'est pourquoi ce thème est pertinent. Il faudrait que lorsque tu arrives quelque part, tu travailles, tu as été formé au IGN Afrique. C'est la renommée de l'école que tu es en train de vanter. Si tu sors, tu es un bandit, on va seulement dire que vraiment, ou celui-là forme même les bandits seulement dans son école. On ne comprend même pas. Tous les techniciens qui sont sortis, vraiment, ils sont hors de prix. C'est ce que vous voulez. Si vous voulez que la salle soit pleine, qu'ils construisent davantage des écoles, que vous soyez même demain des formateurs, il faut pouvoir bâtir une carrière durable et fiable. Parce que lorsque vous allez être honnête, vous allez être rigoureux, vous allez faire un travail de qualité, vous allez grandir, vous allez davantage être professionnel. Pour tout cela, il va vous rappeler, venez, on va enseigner. Tu sais que même le jour où tu n'as pas ton WhatsApp sur le chantier, je donne mes cours à IGA. Parce que lui-même, il a vu comment mon travail évolue et là où mon travail m'a amené. On va continuer, on va parler maintenant de l'innovation et de l'amour du métier. L'innovation, c'est un thème extrêmement pertinent. C'est quoi l'innovation? Création de quelque chose de nouveau. C'est quoi l'innovation? Faire des choses différentes de ce qu'on a l'habitude de faire partout. C'est quoi l'innovation? C'est quoi l'amour du métier? L'amour du métier, c'est quand tu aimes ce que tu fais. Quand tu aimes ce que tu fais. Tu n'es pas venu faire parce que je veux seulement avoir de quoi manger chaque jour. Tu n'es pas venu faire parce que on m'a dit fais. Tu déranges les gens dans la famille, va faire, tu libères les gens. Tu n'es pas venu faire parce que, je ne sais pas, l'amour de ce que tu fais. Moi, j'aime ce que je fais. L'architecture, ma passion. Je le fais avec amour. Lorsque je travaille, je dis généralement que je mets un peu, mon fils a l'habitude de dire que, madame, tu as mis un peu de ton âme sur le bâtiment là. Tu es difficile à satisfaire. Pourquoi? Parce qu'avant de rendre mon travail au client, ça doit d'abord me plaire. Ça ne me plaît pas, je ne rends pas. C'est ça l'amour de ce que tu fais. Dans tous les cas, il n'y a que payer même 15 000. Tu arrives, tu sautes, derrière les boss sur ça. Tu fais, toi, tu as vu que tu as fait une installation de plomberie.
Il y avait même un trou quelque part là, et tu as pris seulement, tu as collé dans tous les cas, elle me donne mon argent, je pars. Après 1 mois, ça commence à couler. C'est que tu n'aimes pas ce que tu fais. Rien ne sort de mon cabinet si ça ne me plaît pas. On va passer 1 mois. Ça doit d'abord me plaire. Je ne donne pas à quelqu'un ce qui ne me plaît pas. Lorsque tu as fabriqué ta porte, dis-toi que est-ce que si elle met la porte, tu dis que je peux mettre la porte ici sur mon salon principal, sur la façade de ma maison. Avant de livrer, c'est ce que vous faites. Quand tu as fait une porte, là, le raccord là, ne me donne pas, on tire, on a fait cric, cric, cric. Tu peux mettre ça sur ton salon. Mais tu mets dans la maison de quelqu'un d'autre. Comment tu fais? Ça veut dire que quand ça va faire cric, 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 chaque fois que ça va faire cric, si tu t'appelles Rostan, elle dit oh Rostan. Ça fait encore cric, elle dit oh Rostan. Le gars là vraiment, chaque fois. Mais alors, ça doit d'abord te plaire. Maintenant, l'innovation, c'est quoi? Si tu es plombier, dis-toi que les installations se font généralement comme ça. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? C'est d'où intervient la formation continue. La formation continue, c'est que tous les jours, vous avez l'Internet, vous avez l'intelligence artificielle. Tu es là depuis 2018 que M. Olam t'a appris à faire un raccord. Tu n'as jamais cherché à savoir s'il y a une amélioration. L'innovation, c'est quoi? Connaître les matériaux sur le marché. Tu dois chercher quels sont les matériaux innovants qu'il y a davantage dans mon métier. Qu'est-ce qu'il y a de plus dans ce que je fais? En termes de plomberie, c'est quoi les innovations dans le monde entier? En Chine, il y a quels nouveaux matériaux? Qu'est-ce que je peux faire pour proposer? Lorsque tu innoves dans une maison, lorsque quelqu'un arrive et dit « Waouh, qui t'a fait ça ?» C'est comme ça que tu es recommandé de façon... De façon... Elle dit que la porte, là, ça ne se ferme pas. Elle dit que ça fait crac, crac, le vide là. C'est la machine qui fait ça. C'est la machine. Toi-même, viens faire si tu peux. Voilà ce que vous dites d'habitude. Non, il faut que tu innoves dans tout ce que tu fais. Et pour innover, il faut d'abord aimer ce que tu fais. Posez-vous chaque fois cette question-là. Moi, est-ce que l'électricité que j'ai faite là, c'est ce à quoi j'aspire dans ma propre maison? Est-ce que la porte que j'ai fixée là, comme ça fait clou blanc, si je mets ça sur mon salon principal, je saurais que moi, menuisier, tout le monde qui va entrer là va dire « Waouh, je te recommande, je te donne davantage aussi mon travail. » Avant de mettre quelque chose dans un chantier, il faudrait que tu te rassures. La finition, le détail, c'est la première des choses quand j'ai rencontré M. Olama. Je lui ai dit que j'ai les menuisiers partout, mais j'ai un problème. Le détail, la finition, les raccords. Il lui dit, M. Olama, envoie tes gars, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Quand j'arrivais ici, on dit que l'architecte est là, elle va encore dire qu'on a fait quoi? Elle va encore dire qu'on n'a pas fait quoi? Ou on a fait quoi? Le détail, la soudure ne doit pas être visible dans une porte. Tu as soudé comme ça, on voit les boules partout. Jamais. Tu mastiques, tu penses, tu corriges. On doit croire que c'est une porte. On n'a pas vraiment déposé comme ça. Non, 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 non. Et pour le faire, il faut l'amour de ce que tu fais. Parce que quand il y a l'amour, même la Bible dit que l'amour est comment? Patient. L'amour est patient. Lorsqu'il y a l'amour, tu as la patience pour faire ce que tu veux faire et bien faire. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Quand on dit ça ne s'enfle point d'orgueil, ça veut dire que tu as fait. Tu n'as pas peur que le client vienne dire que c'est mal fait. À moi, depuis 10 années d'expérience, tu me dis que c'est mal fait. Point d'orgueil. Parce que tu aimes ce que tu fais. Tu es attentif, attentionné. Tu prends les notes. Ici, d'accord, madame, soyez rassurée. C'est juste une petite négligence. Ça se corrige le plus tôt possible. Elle revient encore le lendemain. Mais tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. C'est quoi ici? C'est quoi ça? Je ne veux pas voir ça. Non, madame, c'est une petite... Rassurez-vous, on corrige ça tout à l'heure. Tu mets les gens dessus. Toi-même, tu te mets. Tu corriges. Pourquoi tu fais ça? Parce que tu aimes. Et parce que tu as le souci d'innover. Innover pour mieux faire. Chaque chantier est unique. Il faut cultiver la créativité pour s'adapter à chaque besoin. Il faut travailler avec passion. L'amour du métier se reflète dans la qualité et le résultat. Dans la qualité et le quatrième point, c'est le professionnalisme.
professionnalisme. C'est quoi le professionnalisme? Professionnalisme, merci pour vos différentes interventions. Le professionnalisme regroupe un peu tout ce qu'on a dit aujourd'hui pour bâtir une carrière durable. Là, on dit le respect des règles de l'art et de la réglementation en vigueur. Chacun ici, dans sa filière, connaît un document qui lui donne les différentes normes dans le métier qu'il fait. Ça veut dire quoi? Tu sais que pour l'eau chaude dans la plomberie, voici ce qu'il faut utiliser, voici la norme. Pour l'eau froide, voici. Pour l'installation des climatisations, c'est tel type de câble. Pour le courant faible, les caméras et autres, c'est tel type. Pour le courant fort, c'est ceci. Comme notre ami a dit, pour le neutre et la phase, c'est ceci. L'autre a dit pour les verrous de sécurité, les portes extérieures, voici ce qu'il faut. Je vais vous dire quelque chose. Ne fais jamais un travail parce que tu sais qu'il faut peut-être, pour une porte extérieure, le faire de 14. Le client te dit que fais en porte de 8, fais en fait de 8. Tu fais comme ça pour rien. Demain, dès que le bandit va venir, il va faire ça pour savoir si tomber. Il va dire que c'était toi le problème. Moi, je ne connais pas, je ne suis pas du bâtiment. C'est toi qui devais me conseiller. Alors que tu as pourtant conseillé, mieux tu dis, madame, je ne peux pas faire ça pour une porte de sécurité comme ceci-là. Si vous voulez chercher quelqu'un d'autre, moi, je ne peux pas le faire. Il ne faudrait pas que pour les poteaux, il faut doser le béton 350. La dame te dit que je suis là, je n'ai que 2 millions pour finir la maison. La ferme avec le béton 100, tu fais. Demain, quand ça tombe, mon ami, c'est toi le problème. Elle ne dira jamais, moi j'ai fait le génie civil, j'ai fait le bâtiment, celui-là raconte quoi? Et on va lui donner raison. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as fait cette formation. C'est toi qui connais quelles sont les règles de la réglementation en vigueur. C'est toi qui devais conseiller. On te demande de faire un mur rideau sur 7 mètres de longueur. Tu viens carrément, tu prends la vitre de 3 mm. Dès que le vent fait tic-tic ou bien un petit caillou, pec, ça casse. Mais c'est l'argent qu'elle m'a donné, non? Madame, je ne peux pas le faire ainsi. Avec cette largeur, sur cette portée, je ne vous garantis rien. Même seulement le mouvement du vent va casser ça. Je pense qu'il faut davantage économiser pour mettre le matériel qu'il faut. Les profilés là sont trop faibles. Tu joues ces profilés, ça ne va pas tenir parce que j'ai une grande portée. Toi, tu prends l'argent, dès que tu mets le profilé, ça commence à faire les coups. Madame, c'est votre budget, non? Tu es obligé de faire. Tu n'étais pas obligé de faire. Tu dois conseiller le client. Et il y a ce qu'on appelle en génie civil le cahier de clause technique particulière. Ça veut dire que même toi, à ton niveau, si le client insiste, tu dis, madame, vous devez décharger ici, là, décharger. Moi, le professionnel, je conseille que si vous déchargez que ça ne tient pas, c'est à vos risques et périls, ça vous engage. Elle décharge, tu signes, elle signe. Et puis tu fais avec le matériel qu'elle a demandé. Mais tu lui dis d'abord que moi, je ne fais pas ce genre de travail, je suis un professionnel. Si vous voulez prendre les petits gars, les artisans du quartier pour faire ce travail, prenez-les. Ne cours pas parce que tu dis que hey, maman, je n'ai même pas mangé depuis hier, je vais seulement faire. C'est ça le professionnalisme. Le professionnalisme, comme notre ami a dit, déjà la présentation, le respect de ta personne. Même si tu es, je ne sais pas quoi, soudeur ou je ne sais trop quoi, quand tu arrives dans le client, tu dois être propre, tu dois être responsable, tu dois être respectueux, tu dois être professionnel. Ce n'est pas que toi, tu es l'électricien, on a fini de mettre la peinture sur les murs, tu viens faire ton travail, on vient voir les empreintes de tes mains partout. C'est ça le professionnalisme. Tu travailles avec tes gars. Quand tu arrives, tu viens travailler, tu gardes l'espace que tu as trouvé propre. Lorsque tu as fini de travailler, madame, s'il vous plaît, donnez-moi un peu un balai. Tu balais tes déchets là, tu emballes. Tu peux avoir la poubelle, tu déposes. Ça fait partie du professionnalisme. Tu n'arrives pas dans la maison de quelqu'un où il faut changer une ampoule. Tu viens, tu tires sa table centrale. Tu montes avec la sécurité. Tu finis de changer les déchets de câbles que tu as coupés là. Madame, j'ai fini. Je suis en train de partir. Ça, c'est pas un professionnel. Ça, c'est pas un professionnel. Le professionnalisme regroupe toute cette valeur. La rigueur, l'honnêteté, l'innovation. Tu dois toujours proposer. Si elle arrive ici, tu vois toute une pièce comme ça là. Elle te dit que, hey, mon fils, depuis qu'il met la lampe ici là, je ne sais même pas. Je n'arrive même pas à lire. Tu viens aussi, tu changes seulement. Tu n'as qu'à lui dire qu'au vu de la surface, si,
La lampe là est faible. Je pense qu'il serait mieux pour vous d'ajouter une seconde lampe. Comment on peut faire? On peut passer par ici, comme les murs sont déjà, ou alors on peut sortir ici dans le plafond, on revient ici, on crée une deuxième lampe, vous aurez une meilleure lisibilité. Ou alors on peut passer le câble ici, là, tu ne passes pas, tu laisses. Tu dis qu'il y a des goulottes, il y a tel type, il y a tel autre type. Je crois que si vous faites ça, vous n'aurez plus des problèmes de pénombre à l'intérieur. Vous devez toujours être prêt à proposer. Et on propose lorsqu'on a quelque chose dans la tête. Si ta tête est vide, tu n'auras rien à proposer. J'ai l'habitude de dire que le technicien ne peut faire que ce qu'il connaît. Pour connaître, il faut la formation continue. Toujours chercher dans ton domaine. Qu'est-ce que tel a fait? Qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Qu'est-ce que je peux apporter de plus? Donc voilà les différentes valeurs pour bâtir une carrière durable. Je vais donner une petite conclusion. En guise de conclusion, qu'est-ce que je peux dire? Les métiers techniques du bâtiment ne sont pas des petits métiers. Ce sont les métiers les plus nobles de la société. Ce sont les piliers de la société. Vous êtes des bâtisseurs. Vous bâtissez une carrière durable. Vous bâtissez l'avenir des êtres humains. Pour bâtir une carrière durable, chaque jeune technicien doit comprendre que la vraie richesse réside dans l'excellence. L'excellence. Quand on dit que quelqu'un mentionne excellence, c'est quoi? Il reste seulement qu'on dit très honorable. Ça veut dire que tu dois bâtir en toi le principe de l'excellence. J'ai un plombier récemment que j'ai chassé. Lui, il me dit que madame, depuis que je travaille, vraiment, quand moi je travaille, je finis et pas, on ne m'appelle plus. Je fais comme ça, moi je ne connais pas ce que vous me voulez. Il fait des réservations, il n'a aucune notion du génie civil. Lorsqu'il vient travailler, il fait des casses de manière désordonnée. Il ne sait pas qu'il doit meuler normalement pour faire ses réservations. Il fait la réservation d'un regard parce que le terrain en pente, il sort directement pour que quand tu te mets là comme ça, là, tu vois comment le tuyau sort et ça redescend. Il dit que quand moi, l'habitude de travailler, je pars, moi seulement, on ne m'appelle plus. Je dis que cette fois-ci, tu travailles avec un professionnel et tu vas t'arrimer. Et je l'ai chassé, pourquoi? Parce que j'ai dit tout à l'heure, quand tu aimes, tu es patient. Quand tu aimes, tu n'es pas orgueilleux. Quand tu aimes la formation continue. S'il avait la volonté, il devait être humble, il devait apprendre et il devait améliorer. Mais 1, 2, 3, 4, 5 chantiers, ça se répète. Tu comprends que dans sa tête-là, il est bloqué. La conclusion, c'est quoi? Il a été viré. Il a été viré. Donc, je disais tantôt que pour bâtir une carrière durable, chaque jeune technicien doit comprendre la vraie richesse, que la vraie richesse réside dans l'excellence, dans la fidélité à ses valeurs. La fidélité à ses valeurs, ça veut dire que je suis honnête, je suis rigoureux, j'aime ce que je fais, je suis responsable, je suis professionnel, tu restes fidèle à tes valeurs. Dans le respect de ses engagements, lorsque j'ai dit que je livre le travail le 10, je livre effectivement le 10. Si je n'ai pas pu livrer le 10, je ne reste pas tranquille chez moi, j'attends quand même m'appeler. Mais c'est comment? Tu t'appelles comment? Aïe, que tu devais venir me livrer telle chose le vendredi, c'est comment? Mais madame, je n'ai pas fini, vous croyez que le travail est facile? Mon ami, tu as donné le délai ou pas? Il peut y avoir des aléas. On a coupé la lumière, tu as eu peut-être un enfant malade. Tu prends la peine, avec tout le respect, tu écris, vraiment désolé madame, conformément à notre rendez-vous, je ne pourrais pas être là. Permettez-moi, accordez-moi peut-être 5 jours supplémentaires. Je suis désolée pour le désagrément. Quand tu as un délai, on ne t'appelle pas. Je dis charmant, quand tu m'as donné un délai, ce n'est pas moi qui t'appelle. Si tu m'as donné un délai, je livre vendredi. N'attends pas que je t'appelle vendredi pour que tu me donnes mon enfant était malade. Ça ne tient plus. Tu dois appeler mercredi ou mardi. Parce que tu sais que ton rendez-vous c'était vendredi. Le mercredi, tu appelles. Tu commences à t'excuser parce que vendredi, la personne t'attend. Hein? Avec son meuble, peut-être qu'il a même la fête chez lui. Tu es chez toi, tu dors. Tu attends vendredi. Dis que mais voici même ma réunion. Les gens de la réunion sont déjà debout. La mère, vraiment, mon enfant était malade. Il est même à l'hôpital comme ça.
C'est au professionnel. Ça, quoi, ils vont avec quand ton enfant est malade, la vie s'arrête. Pour finir, c'est ainsi que l'homme bâtit non seulement des édifices, mais aussi un nom. Un nom. Lorsque tu fais tout ça, tu bâtis un nom. Le nom que tu bâtis est plus important que tout. C'est ta renommée. Le nom que tu as bâti, c'est la recommandation. Aujourd'hui, vous pouvez voir Nido. Nido vend le nom. Vous pouvez voir Kamle. Kamle vend le nom. Vous pouvez voir, je ne sais pas, des personnes qui sont la Adidas, Puma. Quand tu vois Adidas, Puma au marché, c'est le même nom que les no-names. C'est le même prix que les no-names. Ils se sont bâtis un nom. Maintenant, c'est le nom que tu vends. Lorsque tu arrives sur un chantier, que tu t'es bâti un nom, tu vas donner tes consultations, t'appelles là, le chez moi. Quand tu arrives, tu n'as même pas besoin de parler. Parce qu'on connaît qui tu es. L'enveloppe, on te donne. Parce que tu t'es déjà bâti un nom. Lorsque tu t'es bâti un nom, lorsque tu arrives quelque part pour une prestation, on te respecte, on te donne de la place parce que tu t'es bâti un nom. Non seulement tu te bâtis un nom, mais tu bâtis ton avenir et l'avenir de ta progéniture. Parce que des années après toi, on dira, voici, c'est aujourd'hui. Qui est même... Est-ce qu'on connaît même celui qui a même fait Adidas? Tu le connais? Moi, je ne le connais pas. Adidas va rester des générations à... Parce qu'il a bâti un nom. C'est comme ça que lorsque tu t'es fait bâtir un nom, des générations après les petits-fils et arrière-petits-fils, on va toujours dire, tu as dit le nom, c'était quoi? Hein? Aeke, Aeke, Aeke. À un moment donné, c'est quelqu'un qui a dit que c'était même qui Aeke, c'était quelqu'un, c'est le nom que tu as bâti qui va parler des générations après des... Ok. Merci pour votre attention. Vous avez compris que pour bâtir une carrière durable, ça ne se fait pas en un jour. Il y a des étapes à franchir. Il y a des étapes à franchir. J'ai souvent l'habitude de vous dire, Charles Olama, que vous voyez debout, c'est 22 années d'expérience. C'est 15 ans en tant qu'entrepreneur. C'est beaucoup d'échecs. C'est beaucoup de réussites. Ça veut dire que ce n'est pas d'une baguette magique, on est devenu Charles Olama. Elle et moi, on a eu à travailler dans les chantiers où on reste comme ça. Comme elle dit, on dit non, si la mère si vient encore, quand elle envoie mes techniciens, elle dit que si elle est là, dites que j'ai voyagé. Dites que j'ai voyagé. Parce que moi-même, je dis qu'après d'abord tout. Elle a dit quoi, elle a dit quoi, elle a dit quoi. Maintenant, dites que j'ai voyagé. Parce que moi-même, je réfléchis ce que je vais dire. Ça arrive à tout. Et c'est ça qui fait l'entrepreneur. C'est ça qui fait le technicien. C'est ça qui fait le technicien. Un technicien apprend chaque jour. Et j'ai l'habitude de vous dire que n'importe qui peut vous apprendre votre métier. Ne soyez pas parce que c'est vous le plus grand plombier qu'un ingénieur ne peut rien t'apprendre en plomberie. C'est faux. N'importe qui peut vous apprendre votre métier parce que lui peut observer avec les yeux naturels, avec les yeux critiques. Et nous, les techniciens, on a un défaut. On aime apporter la raison sur la bêtise. Mais lorsque j'entre dans ce même chantier, je n'ai pas quelqu'un qui m'a recommandé, je m'avais essayé moi seul. J'ai 90% de chances de ne pas avoir le marché. Mais lorsqu'on dit, mais attends un peu, attends, j'ai mon petit là, non, c'est un gap, non, laisse. Laisse, si te touche ça, ça va, c'est fini. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'ajouter le prix à ça. Et vous avez gagné. Vous avez gagné la recommandation. Battez-vous pour avoir la recommandation. Et pour avoir la recommandation, 1, il faut être honnête. 2, il faut avoir l'amour de son travail. Il faut être patient. Il ne faut pas être orgueilleux. Il faut savoir recommencer. Il faut être disponible. On t'appelle. Est-ce qu'on peut se voir? Je dis non, madame, j'ai un travail à faire là. Ok. Quand alors? Mercredi, d'accord. Mercredi, t'appelles. Non, madame, ouais, j'ai oublié de vous dire. Je suis parti encore. D'accord. Quand alors vendredi? Vendredi, oh, madame, elle ne t'appelle plus, c'est bon. C'est bon, c'est fini. Tu n'es pas disponible. Lorsque j'ai souvent eu des situations, moi-même, je prends tous mes attributs là, je couche. Je m'en vais me coucher par terre, je visse. Lorsque ton client vient te trouver qu'il s'est plaint d'un problème et tu lui dis, je prends ça sur moi, moi-même. Elle vous a parlé des retours. Imaginez-vous une dalle qui tombe. Vous n'imaginez pas le prix. Hein? Vous riez parce que vous avez entendu la dalle est tombée. Mais vous ne mesurez pas l'impact de ça.
Ton bénéfice, c'était peut-être 100 000. La dalle, c'est peut-être 4 millions. Ok. Ça veut dire que à cause d'une dalle tombée, paie 3 900 000. Je vous ai expliqué l'autre jour là que zéro envoie quelqu'un en prison. Le chiffre le plus petit parmi les chiffres, c'est 0, non? Mais au lieu d'écrire 1 million, tu as écrit 100 000. Tu viens de perdre 900 000. Au lieu d'écrire 1 million, tu as oublié un seul zéro. Le zéro là a une valeur de 900 000 francs de perdu. Nous sommes d'accord? Il faut être rigoureux dans ce que vous faites. Rigoureux. Lorsque vous dites que vous faites un travail, c'est pourquoi moi j'aime travailler les professionnels. Le professionnel, on échange d'abord. On finit de causer. Quand on cause, on se comprend. Chacun comprend que oui, nous sommes au même niveau de compréhension avant d'aller exécuter. Lorsqu'on peut exécuter, on se voit dans les zones et dit oui. Si tu fais, comme on dit au quartier, tu as un dème. On se regarde et dit que gars, tu as un dème, mais oui, ça va, j'ai un dème. Mais est-ce qu'on peut gérer ça comme ça? On se comprend. Elle, la dalle a coulé parce qu'elle a été rigoureuse. Mais nous qui avons travaillé, nous avons pris ça. Comme elle a expliqué que peut-être elle peut rentrer, toi tu restes faire, elle te donne toute une note de calcul. Toi tu restes d'essayer de faire comme toi tu veux. Maintenant quand ça coule, ça tombe sur sa tête à elle. Qui est le problème? Le technicien. Le vrai problème, c'est le technicien. Maintenant, elle reprend parce qu'elle n'a pas le temps de te poursuivre. Parce qu'on va dire qu'on te porte plainte, on va t'arrêter, on va te mettre à la brigade et tout, le chantier de tu es arrêté. Elle prend sur elle de recommencer et non plus avec toi, mais avec d'autres personnes. Peut-être pas ajouter. Ah, c'est frère. Mais elle a coulé parce que c'est toi qui l'as fait couler. Je vais ajouter quelque chose à la réponse, c'est que l'entrepreneuriat, si tu n'as pas le cœur, le goût du risque, tu ne peux pas faire l'entrepreneuriat. Très bien. Et aussi, comme il a dit, c'est 27 ans, c'est beaucoup d'années de succès, c'est beaucoup d'années d'échecs. Et l'entrepreneuriat, c'est savoir garder la tête haute. Savoir garder la tête haute. Et il y a un facteur très important dans l'entrepreneuriat, c'est quoi? La responsabilité. Parce que moi, à qui on remet le travail, je réponds d'un ordre national, international. La dalle que toi, à cause de ta malfaçon, tu as fait tomber là. Je pars même d'abord, on appelle ça quoi là, où on vend l'argent là? L'usure. Je pars d'abord à l'usure, prendre l'argent pour réparer le dommage, pour sauver mon nom. Mon nom. Le reste là, si elle veut après, il passe en tant que pour l'argent là, non, je reconnais. Mais donnez-moi un peu de temps, ça ne donne pas m'asseoir, j'assume. C'est ça qu'on appelle ton nom. Ça veut dire que si, par exemple, toi, à ton niveau, tu fais une installation de plomberie, tu as pris le tuyau qu'il ne fallait pas, tu n'as pas pu le normaliser, on ouvre la cuisine, là, ça fond, ça coule. Mon ami, ne fuis pas. Va chercher l'argent. Tu pars réparer. Parce que tu étais conscient quand tu mettais ça que le tuyau n'allait pas tenir. C'est ça la responsabilité. Lorsque tu réagis comme ça, non, la dame chez qui ça a coulé est encore capable de t'appeler. Parce qu'elle comprend que l'erreur est humaine. Il a peut-être fait une erreur, mais il a été responsable, il a assumé. Mon client a su que la dalle est tombée. Mais on a continué le travail, il s'est passé. À cause de quoi? La responsabilité. L'entrepreneur n'est pas seulement fait de succès. Il y a aussi les retours. Mais maintenant, c'est ta capacité à gérer le retour de manière prompte qui détermine ta personnalité. Il est capital de former les techniciens que vous êtes. Parce que c'est vous qui êtes capable de bâtir notre renommée. Lorsqu'on ne travaille pas, si tu ne travailles pas avec un technicien formé, honnête et responsable, tu peux facilement avoir ce genre de retour. Mais c'est la raison pour laquelle on se bat à vous donner des valeurs qui vont bâtir notre carrière et la rendre davantage durable. Le retour est là parce qu'il y a une malfaçon. On est d'accord, non? Ça veut dire que si on avait respecté les normes, la réglementation en vigueur, il n'y aurait pas eu de retour. On se bat donc au quotidien pour qu'il n'y ait pas de retour. Mais si ça arrive, comme on le dit souvent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réparer l'erreur. Mais on ne souhaite même pas que ça arrive. Lorsque tu montes ton business, tu ne mets jamais le côté échec. Côté risque. Tu ne mets jamais le côté risque. Tu donnes tout pour que ça réussisse. C'est la raison pour laquelle, dans la formation
Le directeur donne tellement de rigueur dans la formation, dans le travail. Oui, il y a les assurances. Par exemple, chez nous, les architectes, on a les assurances touristes, on a les assurances en fonction de ta souscription. Parce que il pourrait avoir... Le problème peut ne pas forcément venir de toi, l'architecte. Ça veut dire il peut avoir un volcan, un séisme, un phénomène naturel, un bâtiment tombe. Si c'est que tu n'as pas d'assurance à ce moment-là, tu vas d'abord aller en prison avant qu'on ne cherche à savoir ce qui s'est passé. Tu peux respecter tout. Mais maintenant, il y a des phénomènes naturels qui arrivent. Il peut avoir je ne sais pas trop quoi, et puis un bâtiment tombe. Avant qu'on évalue, on va revenir évaluer est-ce que le sondage a été fait, l'étude géotechnique, est-ce que le dimensionnement, est-ce que le respect, on va prélever les bétons, on fait tout, on voit que tout était OK. On commence à étudier d'autres phénomènes. Est-ce qu'on se rend compte que il y a eu un séisme qui est passé par là. Entre-temps, si tu n'avais pas d'assurance, tu es en connerie. C'est un peu comme la conduite. Tu peux sortir comme ça, comme on le dit généralement. Peut-être que tu es même garé, un motoman quitte, il tourne le tonneau, il vient tomber sur toi. Tu as fait quoi? Rien. Mais il est mort sur ta voiture. Si tu n'avais pas d'assurance, ici des volontés, si tu n'avais pas d'assurance, tu es foutu. Donc il y a des assurances. Et lorsque tu souscris à ces assurances-là, l'assureur aussi va se rassurer que mon client n'était pas en tort. Soyez toujours honnête en toutes choses. Il y a des clients malhonnêtes, ça vraiment je le reconnais. Ça veut dire que tu as fait ton travail normalement, mais il ne te paye pas ce qu'il faut. Lui, dans sa tête, il veut te jongler. Restez honnête et montrez-lui qu'il faut toujours être honnête. Ça fait partie des barres qu'il y a dans l'entrepreneuriat. Il y a quelqu'un qui arrive là, il te miroite, je veux construire. Vraiment, de ma carrière, je ne peux pas vous donner le nombre de projets que j'ai conçus, j'ai livrés, 105 francs. C'est-à-dire que voilà ce qu'on doit faire. Dès que tu livres l'étude, là, il disparaît. Quand tu passes là-bas un jour, tu vois ta maison posée, tu dis yes. Dans le génie civil, par exemple, vous êtes peut-être dans les corps de finition. On dit peut-être que dans le gros œuvre, les prestations sont connues. On dit que la main-d'œuvre peut-être pour un bâtiment moins contraignant, une villa. Le gros œuvre, on facture entre 30 et 35%. Ça, c'est dans le gros œuvre. La prestation de l'architecte, c'est connu. On dit l'étude 5%, le suivi 3%. Les honoraires, tel type de projet. Quand c'est dans tel autre type de projet, quand c'est dans les ouvrages spécifiques, c'est connu par la réglementation en rigueur. Maintenant, dans la finition, ça dépend de la complexité de l'ouvrage. Par exemple, il y a une porte comme celle-ci que tu réalises à 2 battants ouvrants. Ça sera différent si c'est une porte, par exemple, en accordéon, avec rail coulissant, repliable ou quoi que ce soit. Tu ne peux pas facturer la main-d'œuvre de la même façon, c'est la finition. Et c'est spécifique à la complexité de la tâche. Maintenant, quand toi, le professionnel, tu évalues la tâche, il y a peut-être des choses conventionnelles qu'on connaît. La porte, de manière générale, ça coûte peut-être 100 000 francs. Dans les 100 000, voilà, il peut gagner. Il y a une marge. Mais en fonction de la complexité, il faut être capable d'expliquer correctement. Ça dit comme votre directeur a dit tout à l'heure, quand tu travailles avec quelqu'un qui a le même niveau de compréhension que toi, le travail avance vite et après, il n'y a pas de retour. Ça veut dire que ne cache pas certaines choses que non, c'est compliqué, madame. C'est que, dis-lui que la porte ici, madame. Il y a le rail. Il y a le mécanisme, il y a le principe d'accrochage, il y a l'accordéon, il y a le détail. Je vais mettre les pommelles, il y a plusieurs types de pommelles. Il y a pour 500 000 francs, je vais mettre. Quand tu expliques et qu'il se rend compte, il comprend, il a le même niveau d'information que toi, le devis passe vite. Il va voir quand même que vraiment, c'est vrai que la porte là n'est pas comme les portes que quand tu vois comme ça là pour faire, quand même c'est complexe. Si même l'autre prenait souvent 50 000, même s'il demande 80 000, c'est quand même abordable. Donc, il n'y a pas une norme pour fixer un prix au niveau de la finition, de la plomberie et autres. Voilà un peu. Je ne sais pas si votre directeur peut ajouter quelque chose. Non, c'est bon. Je crois que également, je vais revenir sur, parce que lui fait MAV, menuiserie aluminium, et il veut dire connaître combien il va gagner. On vous a dit à menuiserie aluminium, ça dépend du type de modèle que vous êtes en train de vendre. Maintenant, en fonction de ce modèle, ça dépend du type de matériaux que vous allez utiliser. Et ça dépend maintenant de la facture carré ou bien 100 000 le même carré, mais la même dimension. Ça veut dire que tout ça peut pouvoir contribuer à avoir un peu plus de gains, un peu moins de gains, ou alors la moyenne en fait. Donc, si vous voulez la connaître combien vous pouvez gagner,
lorsque vous facturez une porte, la première des choses, c'est de chercher à faire les plus belles portes. On va revenir sur l'innovation. Si vous innovez et que vous êtes le premier à faire ça, vous serez le premier à imposer votre prix. Et à être le premier à imposer votre prix, vous avez déjà votre marge bénéficiaire qui est assurée. Maintenant, lorsque plusieurs personnes feront cela, cette marge va diminuer jusqu'à ce que vous devriez chercher encore à innover avec une autre chose pour encore chercher à être leader. Exact. Donc, pour pouvoir gagner assez, selon la marge que vous souhaitez, entrer dans l'innovation, proposer de nouvelles choses qui vont nous mettre wow. Bon, merci. Merci déjà de votre présence. Nous remercions ici Madame Bonguet qui est là avec son équipe.